Nous sommes à l'étude de texte numéro 1. C'est Catherine qu'on aime beaucoup. Bon, je lis le texte, évidemment, j'ai présenté dans la vidéo précédente, et je lis le texte. Alors, je l'ai reborné pour enserrer notre lecture dans des cadres plus cohérents. Je vais essayer de mémoire, vous retrouvez cela. Nous sommes bien sûr à la scène 2. Les premiers conflits arrivent évidemment, puisque toute la famille attend le fameux revenant, le fameux fils prodigue. Et c'est le moment où peut-être on va commencer à faire sentir à Louis tout ce qu'il a manqué de la vie de famille. Donc le groupe en fait s'est constitué malgré lui, autour de lui et presque contre lui. Alors qu'ils sont là pour lui. Et je ne sais pas où j'avais reborné ce texte. Je ne sais plus. Je crois que c'est Antoine qui lui dit... Ah oui, le père et la mère. J'avais borné en fait pour qu'on ait la cohérence entre... Voilà, il porte le prénom de votre père, c'est la tirade de Catherine, jusqu'à ce leur fait plaisir à votre mère. Ce qui nous fait à peu près une quarantaine de vers. Parlons de vers. Moi, je parle de vers quand même, parce que ce retour à la ligne, au sens littéral du terme... Et puis, il faut revenir. Chez la garce, on est toujours dans le retour. Ce serait quand même dommage de ne pas parler de versification dans ce cas-là, au plan étymologique. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons, nous avons cru. Je crois que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine. C'est une idée une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition. C'est peut-être moins suivi. Je ne me rends pas compte. Je n'ai qu'un frère, fatalement, et il n'est pas l'aîné. Alors, le prénom des parents ou du père de l'enfant mâle, le premier garçon, toutes ces histoires. Et puis, puisque vous n'aviez pas d'enfant, parce qu'il aurait été logique, nous le savons. Ce que je voulais dire. Mais puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça. Tu dis ça. Tu as dit ça. Antoine dit que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout cela, puisque vous n'aurez pas de fils, il était logique, ce n'est pas un joli mot pour une chose à l'ordinaire heureuse et solennelle, le baptême des enfants. Bon, il était logique, on comprend. Cela pourrait paraître juste des traditions de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique de nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis, comme votre père, donc, comme vous de fait. Je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère. Voilà où j'ai coupé pour avoir nos 40 vers, si l'on peut dire. Catherine est le personnage outsider. Catherine est le personnage qu'on n'attend pas, puisque elle n'est que l'épouse, et c'est vrai qu'une grande partie de la tension de la pièce, et même de la crise, se joue quand même sur la fratrie, c'est-à-dire Louis l'aîné, en fait les trois premiers à arriver dans la présentation des personnages, c'est-à-dire Louis, Suzanne, Antoine. Hein, puisque Louis, sa sœur, leur frère, bon, beaucoup de choses s'organisent autour de Louis, et en tous les cas, Catherine est la seule à se raccrocher seulement, à se raccorder à Antoine seulement, qui est son époux. Ça fait d'elle un personnage qui est intéressant parce que elle n'est pas tenue en fait par les mêmes impératifs et il n'y a pas la même attente vis-à-vis de ce personnage. Alors comment va-t-elle faire la différence? Comment va-t-elle s'imposer dans la pièce? Est-ce qu'elle nous apporte quelque chose? On suppose que oui, d'autant plus qu'elle a droit à une tirade dès le début de la pièce. D'autres vont venir, Suzanne, la mère, Louis bien entendu, Antoine. Donc on va aller sur un crescendo dans la confrontation. On est là vraiment sur la phase mineure. Et la question c'est, est-ce que ce texte donc que l'on comprend dans la dramaturgie comme étant un préalable mineur, comme un tarmac, un marchepied vers la crise qui va se propager, est-ce que c'est si mineur que ça? Voilà, ça c'était mon point de départ dans l'explication que vous avez eue en PDF. Et si on regarde la formulation globale, c'est vrai que on peut dire, on distingue vraiment l'amorce sur le prénom des enfants et la lignée et la généalogie,
Et puis on arrive à une sorte de crise qui se fait jour avec le problème du vous n'aurez pas d'enfant, c'est-à-dire de la fatalité qui pèse sur Louis, que tout le monde a deviné autour de Louis, et de lui, pardon, et qui est lourde de signification. Donc là, il y a ce non-dit très très pesant qui est la chape de plomb familiale. Et après, on sent bien qu'il y a un décrescendo où ce moment de grande tension dans le discours étant passé, Catherine peut à nouveau repartir sur son propre rapport au reste de la famille, les organisations les uns par rapport aux autres. Donc on commence par se raccrocher au père, on termine par faire plaisir à la mère, et au milieu il y a ce problème du non-dit autour de Louis. Donc on a vraiment un crescendo, acmé des crescendo. Tout l'extrait effectivement est vraiment construit sur une montée en puissance de la tension. On commence par parler de l'enfant. Et ensuite, on parlera de Louis. Et ensuite, on parlera de nous, la famille. Nous l'appelons comme ci, comme ça, en fonction des aînés, du patriarche, etc. Donc, il y a aussi une réorganisation, en fait. On déplace, en fait, le centre de gravité dans la tirade. Si on admet que, je ne sais pas si vous avez la version numérotée du texte, mais si on, ce qui est bien d'ailleurs, chez qui fait ça? Étonnant classique, c'est qui, cela? C'est Flammarion. Très mauvaise pour ces trucs-là. C'est peut-être Flammarion. Mais c'est Flammarion. Voilà. 20 ans que je suis censée le savoir. Je ne vois pas que Flammarion fait ça. Du vers, si j'ose dire. 136, quand Catherine commence jusqu'à... Et puis, puisque vous n'avez pas d'enfant. Parce que vous n'aviez pas d'enfant. Donc, on est à peu près sur du 135 à 150. On a la phase d'amorce. Puis, on a le problème, effectivement, de tout ce qui tourne autour de Louis. Donc là, on est à partir du vers 150 jusqu'à 163, puisque vous n'aurez pas de fils. Et après, à nouveau généralisation, groupe, communauté, convention, le il était logique, et là on voit bien le discours à l'impersonnel reprendre le dessus. Donc on peut découper ça comme ça. 135 à 150. Première sous-partie. Deuxième sous-partie, deuxième mouvement, 150 à 164. Et après, décrescendo, la convention, la famille. Voilà. Voilà comment, en fait, le discours de Catherine est très construit. Il est presque construit à l'échelle particulière, comme une petite tragédie. C'est-à-dire qu'on a vraiment monté en puissance, une acmé et une redescente. Donc ce discours, en fait, il fonctionne aussi pour ça, c'est qu'il est en miniature un grand moment de tension. Il est en lui-même, en fait, un drame. Ce discours est un petit drame. Voilà. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons. Nous avons cru. Alors évidemment, il y a plusieurs choses à remarquer. Bien sûr, on remarque ces fameuses épanorthoses, c'est-à-dire, on revient en arrière pour corriger, pour remettre droit. C'est bien le principe de l'épanorthose, qui est cette figure de style autocorrective, en fait. Alors, on peut se dire que, bien sûr, ça fragilise le personnage, parce que si le discours se reprend en permanence, en fait, ça veut dire deux choses. Soit on n'est pas sûr de soi, soit ça veut dire surtout qu'on n'est pas sûr de la relation avec l'autre et qu'on n'est pas sûr que l'autre nous comprenne. Donc, ça met aussi en lumière la fragilité des relations. Entre je crois, nous croyons, qui est au présent d'énonciation, ou peut-être d'habitude, je ne sais pas, ou est-ce qu'on croit par principe, ou est-ce qu'on croit là sur le moment où on le dit. Et nous avons cru, sous-entendu, est-ce encore de rigueur? Rien n'est moins sûr. On n'est pas du tout, en fait, dans le même type d'énoncé. Je crois, et là elle se reprend, que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine. Alors, on repart aussi deuxième problème. Outre le problème de comment se situer dans l'échelle du temps, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Sur la validité ou pas des discours, des énoncés. Il y a aussi le référent de ce pronom, évidemment, cela, ça, qui est le grand enjeu, un des grands enjeux lagarciens. À quoi fait référence le ça? Et pas qu'au plan psychanalytique. D'abord, on est frappé par la contamination des déictiques et des... C'est terrible un déictique parce que ça ne se réfère qu'à ceux qui savent à quoi ça se réfère. En fait, c'est un discours faussement démonstratif et réellement exclusif. Seuls les initiés savent. Très compliqué quand même de savoir ce qu'est le ça. Et le discours de Catherine en est truffé. Ça veut dire aussi que le neutre, qui est faussement neutre ici, parce que le neutre quand même, je ne déteste pas ce prénom, bon bref, il peut prendre une série de modalisations, mais jolis mots, etc. Bon. C'est l'illusion en fait de la neutralité. C'est peut-être ça aussi, c'est l'hypocrisie qu'il y a derrière ce ça. De faire croire
qu'on met à disposition de tous les regards. Alors qu'en vérité, on est les seuls à savoir à quoi ça se réfère. Le seul avec celui auquel on s'adresse. Encore faudrait-il savoir à qui parle Catherine. Officiellement, elle parle à Louis, bien entendu. Mais elle parle peut-être parce qu'elle sait qu'elle est entendue. D'ailleurs, à un moment donné, elle s'adresse à Antoine. Elle parle aussi pour donner des gages de loyauté à Antoine. Ou pour être sûre qu'elle est la bonne belle-fille. D'ailleurs, elle s'adresse, ça fait plaisir à votre mère. La mère est là, elle écoute. Ça reste une scène chorale. Donc, de temps en temps, on a des poches de dialogue et de discours, d'échanges spécifiques, au milieu d'un cadre qui reste très général. Donc, en fait, on ne dit rien qui ne puisse échapper à tous les autres. C'est une situation théâtrale par excellence. C'est-à-dire que le moindre dialogue prend les allures d'un aparté, mais en fait, on n'y croit pas. Extraordinaire. Ce qu'on trouve aussi dans les incises. Voilà. On a des apparences d'aparté, on a des apparences de dialogue, alors qu'en réalité, ce sont des véritables chorales. C'est une idée à laquelle, alors ce besoin, vous voyez, de rectifier en fonction de l'antécédent. Et c'est un problème, effectivement, d'antécédent. Une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Personnage c'est aussi une dynamique de Catherine qui se pose ici en début de pièce. Personnage qui fait croire qu'elle est de bonne constitution et qu'elle est très arrangeante. Et tout en voulant donner des gages de bonne appartenance à la famille, est en train de nous expliquer qu'au fond, ce prénom, il n'y tient pas. Et qu'elle n'a donné ce prénom que pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire faire plaisir aux uns et aux autres. C'est frappant quand même de vouloir valoriser un enfant, de mettre, parce que là elle raconte donc qui est ce fameux neveu qui porte le prénom vraiment familial, Louis, celui du grand-père, celui de notre protagoniste et celui du fils d'Antoine, et finalement elle n'y tient pas. On passe beaucoup de temps sur quelque chose à laquelle on ne tient pas. Voilà. Je ne déteste pas ce prénom, qui est quand même une belle litote, on sent bien que franchement ça ne tenait qu'à elle, et plus loin d'ailleurs elle le dira. Dans ma famille, sont des coutumes moins suivies, etc. Cette façon de toujours relativiser, finalement, et d'affaiblir son propre discours. Et c'est pas la seule technique, hein. Les incises, les parenthèses, elle se retranche derrière ce que dit Antoine. Tu as dit ça, mais si, tu as dit ça. Elle se retranche derrière la convention avec des tournures impersonnelles. En fait, elle assume très peu ce qu'elle dit, Catherine. Et ça, c'est très intéressant parce que prendre une tirade entière pour ne pas assumer sa tirade, on est déjà dans un paradoxe extraordinaire, qui en soi est presque un comique de situation. On impose une parole dans laquelle on a du mal à s'imposer. On impose mal, en fait, sa propre parole. Je ne me rends pas compte, je n'ai qu'un frère, fatalement. Extraordinaire, et il n'est pas l'aîné, alors. Donc là, on voit bien une suite de restrictions et d'aménagements de son propre discours. Alors, on a tout ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire qu'on a le alors final, on a le je n'ai que, restrictif, on aura par la suite une espèce d'hyperbole assez négligente, toutes ces histoires, bon, ou celui du prénom des parents, ou du père, voilà, des phénomènes de disjonctif, tout ça pour montrer l'hésitation du personnage, qui est toujours dans le balancement, dans la reprise, ou dans l'hyper-généralisation, qui du coup dédensifie en fait, qui désubstantialise le corps de son propos à elle, sur le moment. Tout est fait pour que ça n'ait pas beaucoup d'importance, en fait. Et ça, c'est frappant, parce qu'au moment où elle veut finalement créer un lien avec Louis, elle dénature, en fait, ce lien. Mais quand elle voudra parler de la famille en général, en vérité, elle va cibler Louis, et ça va être terrible. Donc Catherine, en fait, n'arrive jamais à ses fins. C'est-à-dire que les moyens ne sont jamais adaptés aux fins chez Catherine. Quand elle veut normaliser le discours, elle le rend très, très, très vif et très aiguisé. Et quand au contraire, elle veut créer un moment emphatique, ou en tout cas rituel, comme la généalogie du prénom de l'enfant et le retour sur qui a présidé au choix du prénom de l'enfant, ça devient un moment absolument insignifiant. Ou en tous les cas, non assumé. Elle affaiblit ce qui est fort et elle fortifie finalement ce qui était censé passer inaperçu. Voilà aussi toute l'ironie tragique ou comique du personnage de Catherine qui s'y prend donc comme un manche. Si on admet que c'est conscient, ou alors on se dit c'est génial parce que le langage, le discours, les torsades de son discours ou les interruptions de son discours révèlent beaucoup plus que ce qu'elle voudrait dire. Donc on est très vite aussi dans cette pseudo-scène d'exposition, puisqu'en fait on apprend beaucoup de choses avec cette scène, sur ce qu'on ne se dit pas, sur ce qu'on dit mal, sur le statut de la langue, sur les mots qui posent un problème dans cette famille, parce que non seulement les mots ne disent pas ce qu'on veut dire, mais ce qu'on veut dire, non plus vont plus loin que ce qu'on voudrait dire. Il aurait été logique, nous le savons, bon,
ça c'est terrible parce que la convention qui arrive à partir du vers 150, plus on parle de Louis, vous n'avez pas, vous n'auriez, il aurait un, plus il y a quand même la convention qui s'oppose, il aurait été logique, et la communauté, nous. Donc on voit quasiment un choc des titans entre le vous qui est particularisé, qui est celui de Louis, qui est isolé dans cette famille, et la convention par le nous, par le il impersonnel. Sauf exception, on abandonne, on renonce. Donc là, on a l'usage, évidemment, qui voudrait que la généralité. Et vous n'avez pas de fils. Donc d'un côté le vous, de l'autre le il impersonnel, le on, la convention, et nous le savons, la communauté familiale. Louis n'a aucune chance en fait. Bien sûr, interruption de son discours par les tirés, par à plusieurs reprises, hein, dans la parenthèse par la suite qui va arriver au vers 165. On a un discours qui se torpille lui-même, ce qui permet bien sûr de faire réfléchir, de donner du poids aux mots. Donc ça a quand même une valeur rythmique et presque démonstrative intéressant parce que ça permet après quoi arrivent en fait les tirés. Ils arrivent après finalement des choses qui font mal. Rien n'est trouvé à redire, je ne déteste pas ce prénom, redire. Donc la parole pose problème. Mais surtout, vous n'avez pas d'enfant, parce qu'il aurait été logique, nous savons, enfant qui fait mal et derrière les tirés, histoire qu'on gamberge bien sur enfant. Il était logique. Logique, ce n'est pas un joli mot. En fait, elle bute régulièrement sur ce problème de filiation. Et tout est fait pour ralentir le texte autour de enfant, fils et filiation. Donc Catherine, qui ne veut pas isoler Louis, qui veut l'accueillir, en fait, ne fait que l'isoler. Et on ne veut pas soulever le problème de Louis, qui est sans doute cette homosexualité qui, à l'époque, condamnait les gens à ne pas avoir d'enfants, etc. Et finalement, on n'arrête pas d'en parler. Par des non-dits, et par des arrêts sur image, et par des pauses sur des mots qui font mal. Pas d'enfants, parce qu'il aurait été logique, nous savons. Vous n'en aurez pas. Ce n'est pas décidé. Le en renvoyant toujours aux enfants. Hop, tiré, interruption. Pas de fils. Il était logique. Hop, à nouveau tiré. Donc à chaque fois, Catherine a du mal à avancer et tout est fait pour que le spectateur comprenne, c'est la valeur vraiment d'exposition aussi de cette scène, que le spectateur comprenne que c'est là le problème. Le problème est un problème à la fois de prospective, ce futur, cette fatalité, le fameux fatalement là, qui pèse très lourd de Catherine, on ne peut pas avoir au-delà de Louis, hein, il n'aura pas de descendance, et de fait il va mourir de toute façon, qu'il soit ou pas dans un schéma familial conventionnel, qui permettent d'envisager des enfants, il se trouve que de toute façon, sa mort prochaine et irrémédiable va l'empêcher d'avoir des enfants. Donc il restera toujours le fils de sa mère, il n'ira pas plus loin. Et en plus, ce problème de situation par rapport aux autres, le fils, le problème de ce qu'on attend d'un fils. Donc là, il y a quand même une façon, c'est une insistance qui ne dit pas son nom en fait. Tout le texte est une litote. Il est censé passer mine de rien, et derrière ce qui normalise, ce qui voudrait jouer le jeu de la convention, on est sur des choses qui font très mal, qui sont très aiguës, et qui ne sont pas du tout générales, mais qui sont propres à cette famille-là. Donc derrière le général, le particulier, et derrière l'adoucissement, l'euphémisme, la rondeur, la périphrase, il y a quand même le fait qu'on cible et qu'on pointe des choses réellement aiguës. Voilà le tour de force, cet extrait en fait, qui ne veut rien dire et qui en dit beaucoup, qui veut être doux et qui en fait n'est pas si tendre. Et le poids de la convention revient, bien sûr, il était logique, on me comprend. Alors, qui est ce on? La famille, bien sûr. La famille qui est liguée, la famille qui a les codes, la famille qui fait comme il faut. C'est ainsi que nous vivons. Petit à petit, le on général se met du côté du nous. Et le il conventionnel, des verbes impersonnels, hein, qui donnent la norme, qui fixent les lois, se range du côté quand même des bonnes familles. Des familles qui se tiennent comme il faut, quoi, qui font ce qu'il faut. Nous sommes dit ça. Alors là, le ça, il annonce hein, que nous appelions lui. Donc le ça, il est tantôt cataphorique, tantôt anaphorique. Il ne sait pas trop où se positionner. Il pivote entre le passé et l'avenir. Cela fait plaisir à votre mère. Ça, en revanche, ça se réfère à ce qui précède. Et c'est aussi un des problèmes de Louis et de la tirade, c'est-à-dire et de l'intermède central et de la césure. Est-ce qu'il faut regarder en avant ou en arrière? Est-ce qu'il faut se référer au passé, solder les comptes avec le passé, ou est-ce qu'il faut quand même se projeter dans l'avenir, même si cet avenir va très vite s'interrompre, puisque c'est la mort qui est au bout. L'extrait, il dit tout ça en fait. Le problème du langage, le problème de la norme, le problème du statut de la famille ou d'une certaine famille, ou d'une famille comme elle doit être. Le statut marginal de ce personnage qui finalement met beaucoup de choses sur la table, alors qu'elle n'est que la belle-fille et qu'elle n'est pas centrale dans la fratrie, évidemment, loin de là.
ce qu'on doit aux autres, et elle n'échappe pas à la règle, puisque elle est encadrée, cette tirade, par le père, qui est le patriarche qui donne son prénom, et par la mère, cela fait plaisir à votre mère. Voici une famille, finalement, on ne vit qu'enserré entre les parents fondateurs. C'est le principe même d'une tragédie. Les mots font mal, tout est dit, ils n'auront pas d'enfants, on est déjà dans la prophétie apocalyptique, il n'aura pas d'enfants, on hypothèque déjà son futur, et on est pris finalement par les maîtres de la lignée. On sent qu'on est déjà dans la malédiction, au sens presque littéral du terme. Donc tous les ingrédients sont là, texte à la fois comique et tragique, texte finalement très révélateur et très discret, parce que c'est du texte gentiment comique et badin, et c'est du texte aussi qui est capable d'appuyer là où ça fait mal. C'est un des signes de ce qu'on a appelé le tragique quotidien, en fait, au XXe siècle. Et Lagarce, alors des gens comme Ibsen, comme Lagarce, je pense bien sûr à la Maison de Poupée, mais je repense aussi à Hedda Gabler, dans des appartements feutrés, c'est un peu aussi les héritiers de ce qu'a été un vaudeville à un moment donné, c'est-à-dire que dans des appartements feutrés avec des canapés et des scènes familiales, là c'est la pièce où on mange des œufs quand même le dimanche au pique-nique, on dit des choses terribles. Donc on n'a pas besoin finalement d'être roi des pires ou demi-scène pour être dans la tragédie. C'est peut-être ça aussi, un certain XXe siècle, on peut revendiquer que la tragédie appartient à monsieur et madame tout le monde. Voilà. On n'a pas besoin d'être dans un palais royal pour avoir droit à un certain tragique du quotidien. Alors c'était d'ailleurs l'enjeu avec un camarade, on se demandait est-ce qu'on est dans le tragique. Alors bien sûr le titre, bon. Mais moi, ce qui me gêne, c'est quand même cette didascalie première. La maison de la mère et de Suzanne. La mère, là, est une majuscule quand même. Or, dans la présentation des personnages, elle est en minuscule. Mais dans la didascalie initiale, on pose le lieu comme la maison de la mère, M majuscule. Figure matriarcale. Figure d'autorité, en tous les cas. Bon. Donc, on est presque dans le palais de Néron, quoi. Le dimanche, évidemment. C'est-à-dire que les choses sont entendues. Ça sont quand même des ingrédients tragiques. Hein. C'est-à-dire que la force de la généalogie, la montée, le statut particulier en fait des personnages. Ici, M majuscule quand même. Hein. Le poids donc, de certains personnages. Et l'évidence au sens où, au sens littéral du terme, ça se voit, c'est clair pour tout le monde, et en plus c'est tenu pour entendu, fatalement, comme dirait Catherine, on sait les choses, on les connaît. On sait bien de quoi on peut parler. Si ce ne sont pas des ingrédients tragiques, ça, c'est vrai qu'on a quand même, moi je trouve, les ingrédients du tragique au début. Alors certes, et puis ça s'appelle un prologue hein, quand même. Prologue, épilogue, avec ce personnage comme ça qui annonce des choses, qui est un peu son propre Tirésias. Bon, bref. Je sais pas. Pour répondre à Thiago, là, en première, bonjour Thiago. Tout à l'heure c'était Elisa, bonjour Elisa. Non, est-ce qu'on est déjà dans du tragique en tout cas, ça s'en donne les apparences. À d'autres moments, bien sûr, le fameux dimanche, évidemment, ça a une valeur bien sûr aussi comique, c'est-à-dire qu'on brocarde un peu les habitudes un peu franchouillardes de la famille. Ça n'empêche pas. C'est un tragique qui n'empêche pas les moments burlesques et les prises de recul comiques. Mais ces prises de recul comiques n'empêchent pas le tragique. C'est ça aussi.